Hey, salam alaikum mes chers étudiants. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous et les vôtres. J'espère que vous allez profiter de ce très long break pour faire de belles choses, pour apprendre la cuisine, pour lire, pour vous développer, pour vous détendre, pour profiter des bons aspects de la vie. Aujourd'hui, nous allons attaquer la suite du programme que nous n'avons pas pu boucler à la fac, suite à cette pandémie Covid-19. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, les cours que vous allez voir ici ont une explication des plus simples. Je sais que ça paraît parfois simpliste. Ce n'est pas grave. Le plus important est que vous reteniez l'essentiel de la génétique afin que vous puissiez comprendre ce qu'il faudra pour votre quatrième année, pour tout ce qui est diagnostic, qu'il soit en biochimie. Ou alors en cinquième année en toxicologie. Voilà. On va commencer à la barakatillah. Le premier cours. Je vous souhaite un bon cours et j'attends bien sûr vos réactions et vos questions à la fin. Allez. Notre gentil petit cours va donc s'organiser en 4 parties. L'organisation du génome humain, la structure et la localisation des gènes, les classes de gènes et les familles de gènes. Rappelez-vous, on a déjà évoqué dans un cours précédent que l'ADN double brun est dénaturable de façon réversible par la chaleur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que lorsqu'on augmente la température, au-delà d'un certain degré, l'ADN double brun aura tendance à se dénaturer. Ça veut dire que les deux monobrins complémentaires vont se séparer. Le fait que ce phénomène soit réversible, il voudrait dire que si on diminue la température de façon progressive, l'ADN va se renaturer, donc les deux monobrins vont se réhybrider de façon complémentaire. La figure que vous avez là contient image A et image B. Cette figure-là représente une expérience. Dans cette expérience, on a dénaturé l'ADN génomique d'un virus, d'une bactérie ou d'une levure versus l'ADN génomique de l'homme qui représente de façon générale les eucaryotes multicellulaires. Et nous avons ensuite observé la renaturation de leur ADN respectif. Ensuite, nous avons porté cette renaturation en une courbe où dans les X, on a en fait le produit de la concentration d'ADN initiale par le temps. En fait, en gros, l'échelle du temps, mais logarithmique. Et en Y, on a la concentration de l'ADN monobrun restante, transformée en pourcentage pour homogénéiser, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous observez ici? Donc, vous observez des sigmoïdes. Donc, on a des sigmoïdes, un seul sigmoïde homogène, une courbe de sigmoïdes homogène, pour le virus, pour les levures et pour les bactéries. Par contre, pour l'humain, on a comme 3 sigmoïdes collés bout à bout. Ok? Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que pour les virus, les bactéries et les levures, on a un seul type d'ADN qui donc se renature de façon homogène, à une vitesse homogène, et ça donne un seul sigmoïde bien lisse, bien beau et bien homogène. Par contre, en fait, pour l'humain, on a 3 types d'ADN qui se renaturent à des vitesses complètement différentes. Donc, on a un ADN qui se renature très rapidement, puis un ADN qui se renature moyennement rapidement, et puis un ADN qui se renature très lentement, donc en dernier. Le premier ADN qui se renature rapidement, c'est l'ADN qu'on appelle ADN hautement répétitif. Alors, c'est très simple, il se renature rapidement parce qu'il est très répétitif. L'ADN hautement répétitif est un ADN, en fait, qui n'a aucun mal à se renaturer parce que les séquences sont répétées de façon très importante, et ça fait que les séquences arrivent à se retrouver, donc les monobrins arrivent à se retrouver les uns les autres assez rapidement. L'ADN moyennement répétitif, lui, donc,
lorsqu'il est retrouvé sur un monobrin, il prend plus de temps à retrouver son complémentaire au niveau de l'autre monobrin. Et enfin, donc celui qui se renature le plus lentement, c'est l'ADN à séquence unique. Et lui, il a du mal à retrouver son complémentaire parce que la séquence est justement unique. C'est-à-dire qu'il faut retrouver la séquence unique en question. Qui sont donc ces catégories d'ADN? Donc, on va commencer par l'ADN hautement répétitif. L'ADN hautement répétitif, dedans, on va trouver les séquences qu'on appelle ADN satellites, et les mini-satellites et les microsatellites. Alors, satellite, mini ou microsatellite va dépendre de la taille du motif. Plus il est petit, plus il sera mini ou micro. Donc, dans l'ADN satellite, on va trouver les séquences SEN et les séquences STEL. Les séquences SEN pour centromérique sont appelées aussi les alpha-satellites. Ce sont des motifs de 100 à peu près 170 paires de bases, répétées un nombre n fois. Ce sont des séquences plutôt riches en GC. Vous vous rappelez, on a dû voir ça dans la partie de génétique cellulaire et de cytogénétique. Donc, se concentrer dans les centromères. Et cet ADN donc, correspond au bande C. Les séquences TEL pour télomères, ce sont des motifs TTA, GGG qu'on a évoqués quand on a parlé de la réplication de l'ADN. Donc, on va les retrouver aux extrémités des chromosomes et leur fonction, donc, comme on l'a déjà évoqué, est de protéger les télomères vis-à-vis des nucléases. Ensuite vient l'ADN mini-satellite. Donc là, les séquences sont plus petites. Le nombre est important, mais la taille de la séquence est plus petite. Alors, les séquences, leur taille varie entre 11 à 16 paires de bases, répétées en tandem, avec un nombre de copies variable d'un individu à un autre, ce qui est très intéressant parce que ça constitue un polymorphisme. Et ces séquences peuvent être retrouvées jusqu'à 1000 répétitions de suite. Alors, ces séquences sont dispersées dans tout le génome, surtout au niveau des extrémités, excepté sur les chromosomes X et Y, où on ne les retrouve pas. Ces séquences sont très polymorphes. Okay, leur polyallélisme est exploité à des fins scientifiques et à des fins d'enquête policière. Les microsatellites, ou les STR, Short Tandem Repetition, sont des motifs très courts. Donc là, on est dans l'ordre de 1 à 4 paires de bases seulement, répétées en tandem jusqu'à une quarantaine de fois. Et ces séquences sont très abondantes. On les retrouve à de l'ordre de 130 000, okay, et ils sont répartis de façon uniforme sur tous les chromosomes. Okay, donc on va les retrouver même au niveau des X et des Y. Ils sont très polymorphes, tout comme les mini-satellites, et ils proviennent probablement des dérapages de l'enzyme de réplication, c'est-à-dire des phénomènes de glissement qu'on a vus lors de la réplication. Dans l'ADN moyennement répétitif, nous avons l'ADN codant, qui est représenté par les gènes qui codent pour les ARN ribosomiques et les ARN de transport. Et nous avons l'ADN non codant, représenté ici par les transposants de façon générale et plus particulièrement les rétrotransposants. Les transposants sont des éléments génétiques qui sont mobiles et transposables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer et s'insérer un peu partout dans notre génome. Ils constituent un pourcentage qui est immense à faire peur et constituent 40% de notre génome. Okay, et parmi donc ces 40%, nous avons plus spécifiquement les rétrotransposants. Les rétrotransposants sont les éléments transposables les plus actifs. Et pourquoi on les appelle rétro? Rétro, en fait, elle est en référence à la rétrotranscription. Ça veut dire que, en fait, pour pouvoir déplacer, créer une copie et la placer ailleurs que le puce dans lequel il se trouve, cette séquence va se transformer en ARN d'abord. Ensuite, l'ARN sera transcrit. Ça veut dire qu'il va se transformer en ADN avant que ce séquence d'ADN ne soit inséré dans le nouveau locus de ce rétrotransposant. En fait, ça va vraiment à l'encontre, ça va vraiment à l'opposé du dogme ADN, puis ARN, puis protéine. Là, on est plutôt dans le sens inverse, ça veut dire qu'on fait de la rétrotranscription, donc on transforme l'ARN en ADN et non en protéine. Okay, d'où le rétro. Okay, alors, les rétrotransposants
sont regroupés en deux grandes familles, les signes et les lines. Pour les signes, nous avons les séquences ALU qui sont les séquences les plus connues. Et pour les lines, nous avons des séquences beaucoup plus grandes. Okay, c'est pas de l'ordre de 300 bases, c'est de l'ordre de 1,5 à 7 kilobases. Et ça représente, les lines représentent plus de 17% du génome humain. Et pourquoi est-ce que les lines sont plus intéressants à discuter? Parce que les lines ne font pas véritablement partie de l'ADN non codant. Je vais vous expliquer. En fait, les lines sont des séquences qui sont transposables. Ça veut dire qu'à partir d'une seule séquence et dans certaines conditions de régulation génique, cette séquence va se multiplier et se dispatcher dans le génome. Okay? Mais contrairement aux signes, les lines ont deux cadres de lecture ouverts. On a le premier cadre, ça veut dire deux cadres qui permettent de synthétiser des protéines. Donc, qu'on appelle ORF1 et ORF2. Ces deux cadres-là permettent de synthétiser deux protéines, ORF1P et ORF2P. La première protéine est une protéine chaperone qui permet de modifier la structure de l'ADN. Et la deuxième est une protéine qui a deux fonctions, endonucléase et endonucléase et rétrotranscriptase. Donc, les rétrotransposants de type line sont tout à fait autonomes et ils n'ont pas besoin de la machinerie autre que leur propre machinerie afin de s'expandre, se transposer ailleurs dans le génome. Enfin, viennent les séquences d'ADN qui suscitent et qui ont toujours suscité le plus grand intérêt, qui sont les séquences codant pour des protéines. Séquences souvent uniques, qui ont un code unique et qui codent pour des protéines toutes différentes les unes des autres. Ces gènes-là sont de l'ordre de 30 000 environ. Ils représentent à peu près 30% du génome. Mais si on prend que les séquences codantes côte à côte, ça veut dire que les parties codantes des gènes, en supprimant les intrants et les séquences promotrices, on se rend compte que les séquences codantes à proprement parler ne représentent que 1% de la intégralité du génome. Le reste du génome étant soit des séquences régulatrices, soit des séquences de type SEN ou TEL qui jouent des fonctions dans la régulation du centromère et du télomère, soit donc des transposants, okay, soit d'autres séquences qu'on a considérées jusqu'à il y a peu comme du junk DNA, de l'ADN poubelle, mais dont on se rend de plus en plus compte de leur utilité pour la régulation. Car, rappelez-vous, la cellule ne garde jamais rien durant son évolution qui ne soit pas d'une réelle utilité. En plus de cet ADN génomique nucléaire, on a l'ADN mitochondrial aussi. Il est tout petit, il fait 16 500 paires de bases, mais il est tout aussi important car il contient les gènes qui codent pour des enzymes de la chaîne respiratoire et des ARNT mitochondriaux et des ARNR mitochondriaux. Okay? Cet ADN-là est un ADN codant, mais il n'est pas 100% autonome pour sa réplication et pour sa régulation. Il y a parfois une machinerie nucléaire qui intervient dans la régulation de l'enclenchement de la réplication de l'ADN mitochondrial. Okay? Même si l'ADN pôle qui réplique est mitochondrial, celle-ci est régulée par des protéines codées par donc, des gènes qui sont nucléaires. On en a déjà parlé par rapport aux maladies mitochondriales. Ok, donc voilà. Alors, donc dans cette diapo, on a l'organisation du génome humain qui est résumée. Et si vous avez donc dans ce schéma une barre qui commence donc de gauche à droite par un petit bout bleu, puis un bout gris, puis un petit bout rose. Le bout bleu représente l'ADN des séquences SEN, ce qui est l'ADN hétérochromatine centromérique. Le petit bout rose représente l'ADN ribosomal répété, donc responsable de la synthèse de l'ARNR.
Et puis le gris représente la région intrachromosomique. Et ici, on a pris un tout petit fragment sur lequel on fait une sorte de zoom. Et le grossissement montre plusieurs séquences ici avec un code de couleur. On va commencer d'abord avec la couleur vert et bleu. Donc le vert représente les gènes et le bleu des pseudogènes. Alors, les gènes sont les éléments qui sont responsables de stocker l'information qui sera transcrite puis traduite en protéines. Les pseudogènes ont des séquences qui sont semblables et des éléments qui sont semblables aux gènes, sauf qu'on n'a pas de protéine qui est produite à la fin. On va les voir un tout petit peu plus en détail un peu plus loin. Alors, au niveau des gènes, on va trouver du vert foncé et du vert clair. Les éléments en vert foncé sont les exons et les éléments en vert clair sont les introns. Ensuite, donc, on passe aux autres séquences qui sont les VNTR. Donc, comme vous pouvez l'observer, les VNTR sont en rose. Et dedans, vous avez, plutôt dans ce petit fragment, vous avez des VNTR qui sont un peu partout. Et donc étalés tout au long du chromosome. On ne les retrouve pas forcément au niveau que centromérique ou télomérique. Et c'est étalé un peu partout. Ensuite, vous avez les séquences SINE qui sont encore plus, on va dire, dispersées dans le génome, dans le sens où on trouve des séquences SINE même dans les gènes. Comme vous pouvez l'observer, les séquences SINE, c'est des petits rectangles rouges. Et ils sont répartis, mais vraiment partout. Donc même au niveau du gène ici en vert, on trouve une petite barre rouge, ce qui veut dire que les signes sont à l'intérieur des gènes, sont intragéniques. Et à la fin, les séquences line, donc les moyennement répétées mais longues, et là, vous pouvez les observer aussi homogénément réparties, mais pas dans les régions intragéniques. Et aussi, comme vous avez dû le remarquer, les signes, on les rencontre même à l'intérieur des lines. Ok. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Et donc, on passe à la diapo suivante. On attaque donc la structure d'un gène. Alors, avant de parler de la structure d'un gène, il est intéressant de parler du génome dans sa totalité. En vérité, avant, on considérait toute région non génique comme de l'ADN poubelle, junk DNA. Le junk DNA est une notion qui a été créée il y a à peu près une cinquantaine d'années pour désigner tout ADN qui ne sert pas à coder pour des protéines. Récemment, on s'est rendu compte qu'on n'a pas quelque chose de junk et que tout ce que la cellule produit, préserve et fait évoluer est certainement d'une utilité, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quelque chose en gros dont on n'a pas découvert forcément toutes les fonctions, mais c'est loin d'être quelque chose de garbage, de inutile. Donc voilà. Donc, néanmoins, nous n'allons pas énormément parler de l'ADN qui est non génique. On va plutôt, pour ce coup-ci, se concentrer sur les séquences géniques, c'est-à-dire les séquences qui sont censées stocker l'information qui sera transcrite et traduite en protéines. Alors, de quoi est fait un gène? Vous allez prendre probablement plusieurs références et vous allez vous rendre compte que vous avez deux définitions. Il y a des ouvrages qui définissent le gène comme les éléments de contrôle, donc les éléments promoteurs, plus une unité de transcription. Et il y a des ouvrages qui vont définir le gène comme étant l'unité de transcription. Donc regardez le schéma et vous allez mieux comprendre. Donc dans certains ouvrages, on considère que donc, le gène, c'est le promoteur plus la partie ici notée gène. Et dans d'autres ouvrages, tels que la source de laquelle j'ai pris ce schéma, on considère que le gène, c'est uniquement la partie qui sera donc transformée en un transcrit primaire. Alors, qui a tort, qui a raison, la question n'est pas là. Moi, de mon côté, je considère qu'on ne peut pas avoir de gène si on n'a pas les éléments de contrôle inclus. Parce qu'on a beau avoir la séquence qui sera transcrite, si on n'a pas les promoteurs qui vont avec, on n'aura pas de production de protéines. Or, si on considère qu'un gène est un gène et pas un pseudogène, ça voudrait dire qu'on considère qu'il est transcrit puis traduit. Donc, que les éléments promoteurs sont inclus dans celui-ci. Et du coup, pour moi, j'espère pour vous aussi, je voudrais que vous reteniez la définition du gène fonctionnel, ce sont les éléments de contrôle plus l'unité de transcription. Alors, regardez un peu le schéma. Au niveau du schéma, vous allez trouver donc promoteur plus unité de transcription, ok, et vous allez trouver en bas
exon 1, 2, 3, 4, un tran 1, 2, 3, puis vous allez trouver un stop, un cycle de polymérisation, et des séquences de régulation distale en rouge, ok. Et nous allons détailler l'ensemble de ces éléments dans les diapos suivantes. C'est quoi les éléments de contrôle? Les éléments de contrôle sont répartis en deux types. On a les éléments de contrôle distaux et les éléments de contrôle proximaux. Les éléments de contrôle proximaux, ce sont en fait le promoteur minimal et les séquences promotrices proximales. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les séquences qui sont immédiatement contiguës à l'unité de transcription. Ensuite, vous avez les séquences régulatrices distales, ou alors les éléments distaux, ici désignés en rouge, sont des séquences qu'on va trouver assez éloignées de l'élément de transcription. On va trouver très en amont, très en aval, carrément au milieu du gène. Mais il est important de signaler qu'on ne les retrouve pas au niveau d'un autre chromosome. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un élément de contrôle du gène A, situé sur le chromosome 1, sur un chromosome 2, ou X, 11. Okay, donc les éléments de contrôle, aussi distaux soient-ils, sont toujours sur le même chromosome du gène régulé. Alors, quels sont les signaux qui sont nécessaires à la transcription? Les signaux qui sont nécessaires à la transcription consistent en fait en deux signaux, les régulateurs en cis et les régulateurs en trans. Les régulateurs en cis étant justement les séquences promotrices proximales. Alors, le promoteur proximal ici sur le schéma est désigné avec le chiffre 1, et puis vous avez un grossissement avec séquence régulatrice proximale, boîte data, élément initiateur INR. Ok. Alors, la boîte data et l'INR sont considérés comme un promoteur minimal. Parfois, on trouve l'INR et pas la data box, mais ça, c'est le promoteur minimal car c'est le site de connaissance de l'ARN pol sur lequel on ne peut initier la transcription. En plus de ce promoteur minimal, on a donc des séquences régulatrices proximales qui sont censées soit activer ou inhiber, donc enhancers ou bien silencers, qui sont responsables de réguler, qui sont positifs, donc booster la transcription, ou négatifs, donc freiner la transcription. Donc, le promoteur proximal est étalé sur plus de 100 paires de base en amont du gène, et c'est le site de fixation des régulateurs, soit des transactivateurs ou des transcripteurs. Il régule l'initiation de la transcription. Donc on retrouve la boîte 4 box, à peu près moins 70 nucléotides, la boîte data box à peu près moins 30 nucléotides, et l'INR à peu près moins 6 nucléotides. Derrière, immédiatement, on trouve le site qu'on appelle le site plus 1. C'est le site d'initiation de la transcription. Okay, et à la fin, on trouve le site AAA, qui est le site de terminaison de la transcription. Parfois, derrière ce site-là, on trouve le site ATA, C3AC. C'est sûr que je ne vais pas apprendre par cœur ce genre de séquence, c'est ça déjà. Donc là, on détaille un petit peu les promoteurs, et comme vous pouvez l'observer, ça c'est une séquence mono-brun qui représente un promoteur. Et regardez bien, la dernière ligne de cette image est la séquence de premier exemple du gène. Le gène en question, c'est le gène qui code pour la protéine apolipoprotéine A2. Okay, et en amont, on va trouver la cat box et la tata box. Donc la tata box vient en dernier, c'est-à-dire qu'elle est la plus proche du site d'initiation de la transcription. Et avant elle, on peut donc localiser la boîte cat box. Les 900 nucléotides qui précèdent ces deux boxes contiennent de nombreuses séquences qu'on appelle des séquences régulatrices en 6. Et ces séquences sont reconnues par des protéines nucléaires qui vont permettre le début de la transcription et la régulation de la transcription surtout. Donc, soit l'activation, soit l'inhibition. La régulation n'est pas un phénomène on-off, je tiens à le préciser. Donc quand je dis activation et inhibition, ça ne veut pas dire 100%, 0%, mais ça veut dire que la cellule va produire en fonction de ses besoins. Donc 20, 30%, 100%, 200% en fonction de ses besoins. Là, il est important de signaler quand même
qu'il existe deux sites d'initiation qui sont distincts. Vous avez le site d'initiation de la transcription, qui est le plus 1, et correspond à la séquence de tête non traduite. On appelle donc ça, c'est 5' UTR, 5' Untranslated Region, et c'est une région d'une dizaine à une centaine de terres de base, et elle sert essentiellement pour le capping. Okay. Donc, elle ne commence pas forcément au début d'un exemple. Okay. Donc, on a souvent tendance à penser que le plus 1, c'est le premier nucléotide transcrit et le premier nucléotide du premier exemple. Ça, c'est faux. Donc, le premier exemple correspond à la première séquence qui sera traduite. Il peut être très en aval du plus 1 de la transcription. Donc, distinguez, vous avez deux plus 1. Le plus 1, le premier nucléotide transcrit, et puis vous avez le plus 1 qui est le premier nucléotide traduit, qui peut être, lui, dans le premier exemple, voire beaucoup plus loin. Donc, dans le deuxième exemple, par exemple. Okay. Et lui, donc, il correspond à ce qu'on appelle un site d'initiation de la traduction. Donc, dans le schéma ici, donc, là désigné par le chiffre 2, vous avez deux sites d'initiation. Il y a écrit plus 1, et ça, c'est le site d'initiation de la transcription. Ensuite, vous avez un site avec ATG, et là, c'est le site d'initiation de la traduction. Vous voyez, donc vous avez deux sites complètement distincts. Donc, au niveau du gène, on va retrouver bien sûr deux types de séquences, mais ça, on en a déjà parlé. Donc, des séquences qu'on appelle exoniques ou des exons, et puis des séquences introniques ou des introns. Donc, les séquences exoniques, ce sont des séquences codantes et traduites. Les séquences introniques, ce sont des séquences non codantes et non traduites. Là, on va parler un peu, parce que c'est important. Alors, les introns sont des séquences non codantes et non traduites, vrai. Mais est-ce que la totalité des séquences des exons sont des séquences codantes et traduites? En fait, ce n'est pas vrai. Car, comme vous pouvez l'observer ici par exemple, vous avez le début du premier exemple qui n'est absolument pas traduit car l'ATG est bien à l'intérieur, bien vers la fin de l'exon 1. Et il n'est pas rare de trouver au niveau de certains gènes que en fait l'ATG est carrément au niveau de l'exon 2, voire l'exon 3. Surtout si vous avez des phénomènes de régulation génique où par exemple un gène est responsable de produire deux types de protéines différentes en fonction du promoteur. On va le voir plus loin. Okay. Donc les exons sont des séquences qui sont préservées dans l'ARN mature, mais ce ne sont pas forcément des séquences qui sont à 100% traduites. Gardez ça à l'esprit. Tout comme les sites d'initiation de la transcription, on a aussi d'autres sites qui sont des signaux de la terminaison de transcription. Ces sites-là permettent deux actions. La première est la fin de la transcription. Okay, donc c'est une boîte qu'on trouve à la toute fin du gène. Elle n'est pas exonique, elle est extra-exonique. Et cette boîte, donc, dont la séquence est GTT-GTAT, permet, quand elle est reconnue par l'ARN pôle, permet son détachement, la libération de l'ADN et la libération de l'ARN, transcrit primaire. Le premier signal, le premier site, sert de signal de polyadénylation. Sa séquence est AATAAA, et lui, il est reconnu par la polyapolymérase et il sert à synthétiser, donc à synthétiser une queue poly A au niveau du transcrit primaire. Il y a une information que j'aimerais éclaircir ici qui n'est pas anodine. Le signal de polyadénylation n'est pas un signal qui est exclusivement exonique, contrairement à ce que je pensais. Donc après avoir regardé et fait quelques petites recherches, j'ai réalisé que le site de polyadénylation peut très bien être aussi extra-exonique, car la région entre l'exon 4 et le signal de fin de transcription n'est pas considérée comme un intrant. Et on va voir à la fin pourquoi est-ce qu'elle n'est pas considérée comme un intron. Ok. Donc, la position désignée dans cette référence
par une petite boîte bleue où il s'est écrit site de polyadénylation n'est pas forcément fausse. Okay, on peut trouver le site de polyadénylation et le site de la fin de transcription à la fin. Le site de polyadénylation peut être exonique ou extra-exonique. Le signal de la fin de transcription est tout le temps extra-exonique. J'espère que c'est plus clair désormais. Alors, comment les gènes sont-ils localisés au niveau de notre chromosome? On pourrait dessiner une infinité de possibilités. Je vais vous donner juste une qui est assez simple à imaginer. Mais d'abord, on doit d'abord expliquer quelque chose de très important. Alors, comment est-ce qu'on localise un gène? Comment est-ce qu'on dit que ce gène est à un endroit X? Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il commence ici, il finit là et pas le contraire? On localise un gène, sa position, son début et sa fin, en fonction de la région promotrice et la région de la fin de la transcription. C'est aussi simple que ça. Donc un gène commence lorsque commencent des séquences promotrices proximales. Il finit lorsque finit la séquence responsable de la fin, le signal de la fin de la transcription. Donc on pourrait penser qu'au niveau, par exemple, de nos chromosomes, les gènes sont tous alignés, promoteur 1, gène 1, promoteur 2, gène 2, promoteur 3, gène 3, etc. Donc les gènes de 1, on va dire à 100 par exemple, sur le bras P, tous alignés, séquence promotrice gène 1 jusqu'à séquence promotrice N, gène N, tous sur le même monobrin. Or, ce n'est absolument pas comme ça que les gènes sont alignés. Donc, vous pouvez l'observer sur cette image. Vous avez ici 3 gènes, ApoA1, ApoA4 et au milieu ApoC3. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le gène ApoA1 est orienté de gauche à droite sur le brin du haut. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit sur le brin du haut et pas celui du bas? Pourtant, les brins sont complémentaires. En fait, on décide que le brin du haut est le brin sens, on appelle ça le brin sens, à partir du moment où on trouve, au niveau de ce brin-là, la séquence promotrice. C'est-à-dire, c'est au niveau de ce brin-là qu'on va trouver, par exemple, TA, 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 ou CAAT, ou CAT. Okay? C'est là qu'on a trouvé la séquence promotrice. Donc, c'est ce brin-là qui sera considéré comme le brin sens. Le brin complémentaire est nommé brin antisens et c'est lui qui sert de matrice. C'est lui qui va être utilisé par l'ARN Paul comme matrice pour synthétiser le transcrit primaire. Et donc, un gène est situé sur le brin sens. Okay. Sa séquence promotrice est située sur le brin sens. Sa séquence transcrite est située sur le brin antisens. Là, le transcrit primaire est complémentaire au brin antisens. Il est donc identique au brin sens. Prenez l'exemple de ApoC3. Le gène ApoC3 est situé à côté du gène APO1. Mais lui, il est orienté à l'opposé. C'est-à-dire que le promoteur n'est pas de gauche à droite, mais il est plutôt de droite à gauche. Donc, vous voyez, le promoteur exon 1, exon 3, aligné est plutôt de droite à gauche. Donc, pour ce gène-là, le brin sens est le brin du bas. Et le brin antisens complémentaire est le brin du haut. Ok? Vous voyez, donc, quand on dit un brin sens, on spécifie que c'est le brin sens pour tel gène. On n'a pas un brin sens pour la totalité des gènes. On a un brin sens pour le gène X. Ce brin sens est le brin qui contient la séquence promotrice. Le brin qui lui est complémentaire et antiparallèle est le brin antisens. Lui, il contient la séquence complémentaire à la séquence promotrice et il contient la séquence qui est matrice reconnue par l'ARN polymérase. Le dernier détail dans cette diapositive, c'est que comme vous avez pu le remarquer, j'espère, les gènes sont certes quantiques, c'est-à-dire qu'ils sont situés les uns derrière les autres, avec quelques séquences intragéniques, mais on n'a absolument pas de chevauchement entre les gènes, c'est-à-dire que le gène APO1
n'est pas, le brin sens du gène APOA1 ne se chevauche pas avec le brin sens de gène APOC3. Ça, c'est une caractéristique qu'on peut trouver chez les eucaryotes, mais par exemple, pas chez les virus. Chez les virus, on va trouver un phénomène de chevauchement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous aurez trouvé le gène qui code pour une protéine virale A, donc au niveau du brin du haut, et le brin antisens est lui aussi considéré comme brin sens pour la protéine B de ce même virus. Donc, on considère que cette évolution est une adaptation pour diminuer justement l'espace et la taille de la séquence de l'ADN viral, en l'optimisant par chevauchement. En fonction du produit final du gène, les gènes sont classés en classe 1, classe 2 ou classe 3. Les gènes de classe 1 ont comme produit les ARN ribosomiques, qui sont répétés en tandem mais séparés par des espaces interfinies, et la transcription des ARN ribosomiques se fait sous forme d'un précurseur, l'ARN de 45S, okay, qui sera plus tard clivé en 3 ARN, 5.8S, 18S et 28S. Donc, ce sont les ARN qui serviront après pour la fabrication de l'unité de traduction des ribosomes. Ensuite, on a les gènes de classe 2, et ceux-là ont comme produit les protéines. Ils sont formés, les protéines sont fabriquées lors de la traduction de l'ARN message de nature, et ces ARN sont instables par rapport aux autres ARN. Les gènes de classe 2 sont constitués de différents segments. Vous avez, comme on a vu plus haut, les exons, qui sont l'information correspondant à la région encodante, les introns, qui sont des régions encodantes, mais cette spécificité exon-intron, elle est restreinte aux eucaryotes. Enfin, vous avez les gènes de classe 3, qui eux ont comme produit plutôt les ARN T, les ARN de transport, et aussi l'ARN R5S et d'autres petits ARN qui sont également répétés en tandem, comme pour les gènes de classe 1. Et on va voir quelques exemples tout à l'heure. Les gènes codant pour des protéines, donc les gènes de la classe 2, on a deux catégories. On a les gènes de ménage, ou housekeeping genes, et les gènes tissus spécifiques. Les gènes de ménage, dits aussi gènes épithélitaires, sont des gènes qui sont essentiels à la survie cellulaire, qui sont donc exprimés dans toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, les enzymes de la réparation d'ADN, les protéines ribosomales, les enzymes de la glycolyse, les protéines de, je sais pas, tout ce qui est ribosomal, tout ce qui est protéasome. Vous voyez, il y a des choses sans lesquelles aucune cellule ne peut fonctionner. C'est comme les briques des murs d'une chambre. Toutes les chambres contiennent des briques et du ciment. C'est ça les housekeeping genes. Après, ce qui fait la différence entre une cellule et une autre dans sa fonction, ce sont les gènes tissus spécifiques. Ce sont en fait des gènes qui sont exprimés seulement dans certains tissus et dans certaines cellules et pas d'autres, et qui sont à l'origine de la différenciation cellulaire. C'est un peu ce qui distingue une chambre à coucher d'une cuisine. C'est-à-dire que ce sont les objets interposés à l'intérieur. Donc une cellule hépatique, vous allez trouver des gènes qui sont exprimés au niveau de cette cellule et qui ne sont pas exprimés au niveau d'une cellule osseuse, par exemple. En plus de classer les gènes en fonction donc, de leurs produits, qu'ils soient protéines ARN-T, ARNR, enfin plutôt ARN-M, ARN-T, ARNR, ou qu'ils soient un deuxième classement qui est en fonction de la fonction protéique, donc, et là on parle des gènes qui codent pour des protéines, donc en gènes housekeeping et en gènes tissus spécifiques. Donc on a une autre façon de classer qui est celle de famille de gènes. Les familles de gènes, tous les gènes ne sont pas classés en famille, mais certains gènes ont cette spécificité d'être groupés, okay, au niveau d'un même locus.
En fait, ces gènes sont au départ des gènes identiques. Enfin, on pense que ce sont au départ des gènes identiques issus de la duplication d'un gène ancestral et que cette duplication est suivie par plusieurs mutations qui transforment ces gènes qui sont identiques à des gènes homologues avec des protéines qui ne sont pas identiques mais qui sont homologues avec des fonctions semblables mais soit réparties dans l'espace, soit réparties dans le temps. L'exemple que je vous ai pris ici est l'exemple des gènes OX, des gènes homéogènes. Alors, ces gènes-là, donc les gènes OX, codent pour des facteurs de transcription, et ces facteurs dictent l'identité des segments le long de l'axe antéro-postérieur, et ça chez tous les bilatériens. Ici, dans le schéma, vous avez l'exemple de la drosophile et l'exemple de l'humain. Okay. Dans cet exemple-là, les gènes ont une organisation très particulière. Ils sont en fait organisés de l'ordre 3', 5' de façon spatiale. C'est-à-dire que si on observe leur ordre 3', 5', donc on aura du vert, du bleu, du violet, du rouge, de l'orange et du jaune. Et si on observe leur ordre d'expression au niveau de l'axe antéro-postérieur de la drosophile, on aura des verts, des bleus, des violets, des rouges, des oranges et des jaunes. Ces gènes-là, en fait, confèrent une identité des segments de façon tellement spécifique que lorsqu'on fait muter les gènes OX au niveau de l'encéphale et on les remplace par le gène OX qui s'exprime au niveau des pieds, en fait, on a à la place des antennes des petites pattes. C'est comme ça qu'on a étudié les fonctions des homogènes chez la drosophile. Donc chez l'humain, on va observer le même phénomène, mais c'est juste que le nombre de gènes, cette fois, il n'est pas d'une petite dizaine, mais il est de l'ordre de plus de 30 gènes. Et on peut observer de la même façon donc une collinéarité spatiale entre la succession de différents gènes et la succession de leur ordre d'expression au niveau de l'axe antéro-postérieur. Le deuxième exemple est de celui de la famille des globines où on observe plutôt une collinéarité qui est temporelle et non spatiale. Il faut d'abord savoir que toutes les hémoglobines humaines sont constituées de 4 chapeaux donc deux couples, et qu'avant la naissance, les hématies contiennent de l'hémoglobine fétale, qui est constituée donc de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes A et de 2 chaînes G. Ensuite, après la naissance, les hématies contiennent de l'hémoglobine adulte, c'est l'hémoglobine A, okay, en très grande majorité. Okay, et en minorité, l'hémoglobine D et F. L'hémoglobine A, pour prendre l'exemple, est constituée de 2 chaînes A et de 2 chaînes B. Tandis que la D, l'hémoglobine D, est constituée de 2 chaînes A et de 2 chaînes D. Okay. Donc, pour la A, on a 2 chaînes A, 2 chaînes B. Pour la D, on a 2 chaînes A, 2 chaînes D. D comme dame. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les gènes de type alpha sont regroupés dans un chromosome, qui est celui du bas. Pour observer le schéma, donc numéro 16. Et que les globines de type, les gènes de type bêta, qui sont regroupés sur le chromosome 11. Dans le groupe alpha, c'est-à-dire le chromosome 16, les gènes qui codent pour la chaîne embryonnaire zeta précèdent les 2 gènes des chaînes A qui sont des composants des hémoglobines fétales et des hémoglobines adultes. Vous voyez donc, on a d'abord l'embryonnaire, qui est la position du gène exprimé à l'étape embryonnaire, qui est précédé par celui qui est exprimé à l'étape fétale et adulte. Pareil, dans le groupe bêta, donc le chromosome numéro 11, le gène de la chaîne embryonnaire epsilon est suivi par les 2 gènes de la chaîne fétale G, puis par les 2 chaînes adultes D et B. Okay. Donc là, vous observez que l'ordre des gènes
suit plutôt une régulation qui est chronologique. Voilà, donc on a fini notre premier cours en ligne. J'espère que vous allez le comprendre avec aisance et facilité. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit via votre groupe Facebook ou via mon email. Vous êtes tous les bienvenus. J'ai essayé de faire très simple et très résumé pour que vous puissiez réviser en toute simplicité. J'espère que vous allez retenir ces notions. Elles sont bien simples mais elles sont essentielles à la compréhension de la suite de votre programme. À la semaine.